Mesdames et messieurs, place à la 10e édition de la soirée d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Le Panthéon des sports de Sherbrooke célèbre son 10e anniversaire. Découvrez plus de 80 athlètes, bâtisseurs, équipes et événements qui ont marqué l'histoire sportive de la région. La place du Panthéon au Lac des Nations, un musée à ciel ouvert gratuit à Sherbrooke. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 10e soirée d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Mon nom est Émilie Roy d'Excellence sportive Sherbrooke et je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Merci à Dorian et son orchestre pour cette entrée en matière. Comme vous le voyez, nous avons un décor particulier pour ce soir, ce 10e anniversaire. Vous remarquerez la présence de MaTV Sherbrooke parmi nous et je tiens à les remercier. Qui dit télévision, dit aussi animateur de télévision. Il a été journaliste et présentateur de nouvelles au réseau TVA pendant quelques décennies. Il est membre du conseil d'administration du Panthéon des sports depuis nombreuses années, mais il est aussi un grand bénévole de la Fondation Roqueguertin et du Mérite sportif de l'Estrie. Mesdames et messieurs, Raymond Duquette. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci, Émilie. Plaisir. Ça me fait tout drôle d'avoir une présentation. Vous savez, par les années antérieures, on n'avait pas beaucoup de budget au Panthéon. J'étais derrière un lutrin, puis je me présentais moi-même. Mais cette année, vous voyez qu'on a fait ça en grand. On a un band, on a des tabourets où est-ce qu'on aura l'occasion de poser des questions à nos intronisés, leur demander leurs commentaires. Mais qui dit 10e anniversaire dit également nouveauté. On a plusieurs choses dont on va pouvoir vous présenter ce soir et qui, je l'espère, vont vous permettre de passer une agréable soirée. On est au Granada de Sherbrooke. Le Granada, est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est la première visite au Granada de Sherbrooke? Levez la main. Pas mal tous des gens de la région. Ah, il y a un jeune homme là-bas pour qui c'est sa première visite au Granada. Le Granada, bien, c'est une institution à Sherbrooke. Ça a d'abord été une salle de spectacle. Ça a ensuite été une salle de cinéma. Ça, c'est dans mon temps à moi, Émilie, bien avant toi. Puis c'est redevenu une belle salle de spectacle et c'est un joyau pour Sherbrooke. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tantôt puisqu'on aura une spécialiste de l'histoire de Sherbrooke, Mme Mary O'Malley, qui va se joindre à nous et qui va pouvoir nous en dire davantage, car le Granada célèbre aujourd'hui un anniversaire important. Donc, on en reparlera. Pour ce 10e anniversaire, on a fait les choses en grand. On se prépare depuis 1 an. On a travaillé très fort. Aujourd'hui, juste pour vous dire, on est une 50aine de bénévoles qui ont œuvré autant pour la tournée de presse de ce matin que pour le gala de ce soir et pour la cérémonie civique qu'il y a eu cet après-midi. D'ailleurs, on a, je pense, quelques photos qu'on peut vous présenter. À compter de 16 heures, la ville de Sherbrooke qui recevait les personnes intronisées ce soir. Donc, réception civique, ça a été un succès sur toute la ligne. Sans plus tarder, j'aimerais souligner la présence. Vous savez, au Panthéon des sports, on honore 5 athlètes ce soir et bâtisseurs, mais ça porte à 88 le nombre d'intronisés depuis 10 ans. Et il y a 31 athlètes ou une athlète, de même que des bâtisseurs qui ont répondu à notre invitation de ce soir. Alors, on remercie tous ces gens d'être avec nous ce soir. Je vous inviterai à les applaudir. Ils sont au Panthéon depuis de nombreuses années. Donc, comme je vous le disais, j'ai une co-animatrice ce soir, Mme Émilie Roy.
Émilie, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une dame qui travaille chez Excellence Sportive. On sait qu'Excellence Sportive vient en aide aux athlètes amateurs qui, un jour, seront sûrement intronisés au Panthéon des sports. Mais c'est une athlète aussi, elle. Elle a fait du cyclisme sur route. Sur piste. Sur piste, Oui. athlète vétéran. Et là, elle s'entraîne en athlétisme. Est-ce qu'on pourrait te retrouver au championnat du monde pour les vétérans un jour? On n'en parle pas tout de suite. On va garder ça encore un peu. Mais peut-être qu'un jour, on pourrait aussi la retrouver au Panthéon des sports. Alors, Émilie, avant le spectacle, je t'ai remis une carte chouchou. Oui, merci. Je vais l'utiliser à bon escient. Cette carte chouchou va lui permettre à tout moment de la soirée d'intervenir lorsque je vais faire mes entrevues, soit avec les dignitaires ou soit encore avec les athlètes intronisés. Tu auras l'occasion peut-être de leur poser, toi aussi, des questions. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais l'inviter à venir me rejoindre sur scène. J'ai quelques questions à lui poser. Il a un titre assez particulier cette année. Il est le président par intérim du Panthéon des sports de Sherbrooke. Je vous demande d'accueillir M. Jean Poirier. Alors, Jean, tu as vu qu'on a un très beau salon. On va en profiter. Et moi, je vais en profiter pour déjà utiliser ma carte chouchou. Déjà? Oui. Je me dis, tu viens de ma remettre, je vais l'utiliser tout de suite. D'accord. Pourquoi qu'on l'appelle président par intérim? Moi, je le sais, mais je vais lui poser la question parce qu'il va pouvoir nous l'expliquer. Pourquoi président par intérim? Comme on sait... est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, comme on sait, Jean Perreault va être intronisé ce soir et Jean Perreault était notre président. Alors, je pense qu'à juste titre, il a pris la décision de prendre un certain recul pour l'événement. Et puis, moi, j'ai accepté de prendre la relève. Alors, le mot important là-dedans, c'est, il y en a deux, par intérim. Donc, on peut penser qu'il va être de retour l'an prochain. Il faudrait lui poser la question. Bien, j'aurai l'occasion de lui poser la question tantôt. Merci, Jean. Jean, un 10e anniversaire, il y a eu du chemin parcouru. Si tu nous parlais là, de la fondation du Panthéon des sports, les premières années où on n'était pas au Granada et notre arrivée ici jusqu'au 10e anniversaire. Oui, c'est la 10e cérémonie d'intronisation, mais le Panthéon a été fondé en 2013 par Yvan Beaulieu, Yvon Lamarche et Jean Perreault. 2 ans plus tard, il y a eu la première soirée d'intronisation. Alors, écoute, je me souviens, il y a 10 ans, j'étais présent et puis jamais j'aurais pensé que 10 ans plus tard, ce serait devenu ce que c'est aujourd'hui. Il y a 10 ans, on était au pavillon Armanado, tassés comme des sardines. OK? Et puis maintenant, au 5e anniversaire, on s'est payé le cadeau de venir ici. Et puis, je pense qu'on ne le regrette pas. Et nouvelle formule, 10 ans, nouvelle formule, tu en as parlé tout à l'heure. J'espère que les gens vont apprécier la nouvelle formule qu'on leur a préparée. Bon, on a intronisé combien d'athlètes, de bâtisseurs, d'événements et d'équipes et, depuis 9 ans et cette année, là, ça donne quoi? Je pense qu'au total, après la soirée, on va avoir 88 personnes, événements et équipes intronisées. Alors, habituellement, on en intronisait 8 à 10 par année. À partir de cette année, on va lever le pied un petit peu, on va en introniser moins, mais on aura notre soirée à chaque année. On avait du rattrapage à faire. On avait du rattrapage à faire. Bon. Mais est-ce qu'il y a encore des noms sur la liste du comité de sélection pour perpétuer la tradition? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Il faudrait poser la question à Pierre Turgeon, qui est le président du comité de sélection, mais semble-t-il que oui. Bon. Pour ce 10e anniversaire, on voulait un ou une présidente d'honneur de prestige. Le comité a arrêté son choix sur qui exactement? Sur Sylvie Daigle, OK? Sylvie, avant de la faire venir, je veux juste vous dire qu'on entend parler de Sylvie Daigle habituellement par le patinage de vitesse. Mais moi, quand j'avais 16 ans, j'avais une blonde qui s'appelait Lise. Monsieur Fro, qui est dans la salle, va peut-être s'en souvenir de Lise. Puis la Lise en question entraînait une équipe de jeunes filles de 12 ans et Sylvie était sur cette équipe-là. Alors, évidemment, Sylvie était la joueuse vedette de l'équipe. C'était la joueuse chouchou de Lise en question. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Sylvie. Moi, je ne veux pas te relancer, mais j'ai une autre anecdote sur Sylvie Daigle. Lorsque je travaillais à CHLT Radio avec Jean Harel, j'ai déjà été le conducteur de Sylvie Daigle pour un retour de l'aéroport de Dorval jusqu'à Sherbrooke. Vous savez qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de compétition entre les médias. Puis Sylvie revenait d'Europe où elle avait remporté une compétition importante. Puis Jean voulait avoir la première entrevue avec Sylvie Daigle. Fait qu'il s'était dit, on va aller la chercher avec sa mère à l'aéroport, puis on va la ramener à Sherbrooke.
Mais pour ceux qui connaissent Jean Rel, il se perd un petit peu en auto. Fait qu'il m'avait demandé de conduire pour être sûr qu'on se perde pas en revenant à Sherbrooke. Puis Jean avait fait son entrevue, puis quand on est arrivé à Sherbrooke, bien là, les autres journalistes avaient sauté sur Sylvie Daigle, mais Jean avait déjà la sienne. L'entrevue était faite, puis ça avait pu passer en deux. Alors, après ces anecdotes de vieux radoteux, on va inviter Sylvie Daigle à venir nous rejoindre. Salut, Jean. Est-ce que tu te souvenais de ces deux anecdotes? Ben toi, je ne l'ai pas compris, parce qu'on n'entend pas bien en arrière, mais oui, toi, je me souviens, tu as dit Didi, c'est ça? Oui, Didi. Ah, Didi. Lise, qui était ton entraîneur. Oui, mais oui. Alors, Sylvie, tu as accepté la présidence d'honneur de ce 10e gala. On se rappelle tous que tu as été intronisée lors de la première cérémonie. Comment ça s'est passé, là? Comment tu as reçu l'invitation? Bien, en fait, M. le maire m'a appelé il y a un an. Il dit, Sylvie? J'ai dit oui. Il dit, mets le 11 septembre dans ton agenda. Comme ça. J'ai dit, OK, parfait. Il dit, pourquoi? Il dit, tu vas être la présidente d'honneur. J'ai dit, bon, OK, Jean, je vais accepter. M. Perrault, on ne peut pas y refuser rien, alors je suis là ce soir. C'est important, le Panthéon des sports de Sherbrooke, pour toi, dans ta carrière? Oui, tout à fait. En fait, le Panthéon représente, dans le fond, l'élite de Sherbrooke, les gens qui sont dévoués dans le sport, puis qui croient en sport, dans le développement. Puis, je suis présidente d'honneur, mais je représente tous ces gens-là. Là, c'est quasiment intimidant parce qu'il y a vraiment des gens importants dans la salle. À tous, bonjour. Et donc, je suis honorée de ça, oui, effectivement. Puis, Sherbrooke, il y a eu des gens qui t'ont soutenu ici quand tu as commencé, hein? Ah oui, bien, on ne peut pas avoir une carrière d'athlète, en fait, sans être soutenu par nos proches, par les gens, par les bénévoles. En fait, tout, là, c'est aussi la fête des bénévoles aujourd'hui. Puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que à ton époque, je l'ai entendu ce matin, tu l'as compté à la radio, mais à ton époque, il n'y avait pas de sport-études, hein? Non. Comment ça se passait, faire une carrière d'athlète, puis aller à l'école en même temps? Ça se faisait pas. Non, j'arrivais, parce que dans le temps, on partait longtemps à l'extérieur. Fait que j'allais voir les profs, je disais « Bonjour, je m'appelle Sylvie Daigle, je suis patineuse de vitesse. Je pars dans un mois et je reviens au mois de mars. » Fait que j'ai eu plusieurs refus, mais j'ai commencé en secondaire 5, mais c'est continué jusqu'à l'université. Là. Fait que je partais... La moitié de J'avais une grosse poche de hockey. La moitié, c'était des livres. Puis dans le temps, c'était très mal vu. On vient de loin, là. C'était pas bien vu d'étudier et de patiner. T'étais pas considérée sérieuse. Puis de l'autre côté, quand tu partais, les gens disaient, bien, elle n'est pas sérieuse, elle va pas à l'école. Raymond, c'est ça. j'ai un témoignage là-dessus. Oui. Parce que moi, j'ai enseigné à l'université à Sylvie un cours de gestion des ressources humaines et financières à la faculté d'éducation physique. Sylvie rentre dans ma classe. OK, après l'avoir vue en soccer, puis l'avoir évolué en patinage, elle rentre dans ma classe. Puis ce qu'elle vient de décrire, c'est exactement ça. Je l'ai vue au premier cours, au deuxième cours, au 8e cours, bref, beaucoup moins souvent présente. Et puis je peux te dire que sa discipline, on s'écrivait, elle voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait qu'elle lise, qu'est-ce qu'elle devait faire comme travaux. Et puis elle faisait ça de façon impeccable. Et puis malgré le fait que c'est elle qui était le moins présente dans la classe, c'est elle qui a réussi le mieux malgré tout. J'aimerais que tu expliques aux gens, Sylvie, moi je le sais, on le sait, Jean et moi, mais tu as fait un cours universitaire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Sylvie? Ton travail? Oui, je travaille dans le milieu de la santé. Oui, tu es médecin. Oui, je suis médecin. Urgentologue? Oui. Y a-tu quelqu'un de malade ici, là? Ah, OK. Après. Vous avez vu qu'il fallait lui poser la question, lui tirer un petit peu les verres du nez, car elle ne s'en vante pas, mais elle mène une très belle carrière de médecin urgentologue aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à ta discipline. Mais c'est grâce à beaucoup de monde. Bien, merci beaucoup, Sylvie, d'être avec nous ce soir. Oui. On va inviter une autre personne à venir nous rejoindre. Sans plus tarder, j'inviterai la représentante de la ville de Sherbrooke. Elle est la mairesse suppléante, Mme Fernanda Louz. Bonjour, Mme Louz. Si vous voulez vous asseoir ici. Une question très difficile en commençant. Qu'est-ce que vous connaissez du Panthéon des sports de Sherbrooke? Ah bon, vous allez être surpris. Allez-y. Quand même. Comme vous savez, moi, je suis née à Rio de Janeiro.
Et on est arrivé avec ma petite famille en 2009, ici à Sherbrooke. Puis c'est sûr, là, comme une des premières choses qu'on fait, c'est de faire le tour du Lac des Nations. Et très vite, là, on est allé voir c'était quoi ça, là, hein, la place du Panthéon des sports. Puis c'est ça, mes enfants, ils ont toujours été dans plein de sports. Et c'était là qu'on a découvert, OK, c'est quoi au juste ça? Puis bon, OK, là, on rend hommage à nos sportifs ici, à Sherbrooke, comme ça. Puis on a trouvé ça super intéressant. Puis même, il y a une histoire qui est quand même rigolo, là, on pourrait dire, mais c'est que on est arrivé, mon fils était très jeune, il avait 3 ans. Mais là, quand il avait environ, je pense, 9 ou 10 ans, là, on se promenait autour du lac, puis à chaque fois, il allait voir ceux qui avaient été rajoutés à chaque année. Puis là, à un moment donné, il a vu, ah, non, il y a un autre qui s'appelle aussi André Vigée, parce que c'est aussi le nom dans le parc du parc du quartier. Ouais. Puis, fait que c'est là qu'il s'est rendu compte, OK, c'était un sport. C'est là qu'il a découvert finalement qui était André Vigée. Puis, je pense que c'est ça aussi l'importance du Panthéon. C'est aussi, c'est pas justement le nom, là. On connaît l'histoire, on voit la photo, on sait un peu c'est quoi qui se passe. Puis ça donne justement aux jeunes, ils peuvent s'inspirer justement là, des modèles pour les jeunes. Un panthéon comme ça, à ciel ouvert, nous, on a fait des recherches, on n'a pas vu ça ailleurs. Je pense que c'est un endroit unique qu'on a à Sherbrooke et on peut s'enorgueillir. Vraiment, c'est une fierté. Effectivement, parce que justement, dans d'autres modèles, les gens doivent se déplacer pour aller voir ça, alors que là, c'est à notre disposition. À tout le monde qui veut passer autour peut s'arrêter et justement faire connaissance là, de certaines personnalités qui font la fierté de Sherbrooke. Alors, Mme Louche, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir représenté la ville de Sherbrooke. Et on souhaite une longue vie au Panthéon pour qu'il puisse demeurer autour du Lac des Nations là, pour des décennies encore. Merci. Merci. Alors, Émilie, je te redonne la parole. Merci, Raymond. La ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charret, aurait bien aimé être avec nous ce soir. Toutefois, elle a bien voulu prendre un peu de son temps pour nous adresser quelques mots. Bonjour, je suis Isabelle Charret, ministre responsable du Sport, du Loisir, du Plein Air. Je ne peux être avec vous aujourd'hui, mais je voulais quand même féliciter les intronisés au Panthéon des sports de Sherbrooke. Évidemment, je veux féliciter aussi le Panthéon des sports de Sherbrooke pour son 10e anniversaire. Merci de garder la mémoire active, vivante des exploits sportifs et bonne soirée. Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant vous présenter 2 artistes, parce qu'on a fait bien différemment ce soir, mais pas n'importe quel artiste. En plus d'être chanteurs et chanteuses, ils sont aussi des athlètes. Pour le Panthéon des sports, il est important de rallier les générations pour que les plus jeunes connaissent les histoires derrière chacune des intronisations. Il nous apparaissait également très important que la culture et le sport se rencontrent ce soir. Nous avons la chance, au Panthéon des sports, d'avoir des bénévoles qui sont spécialistes dans leur domaine. Plus tôt cet été, Sylvie Auclair a rencontré notre chef d'orchestre et a assisté également à des auditions pour trouver des athlètes qui avaient aussi ce talent de chanter. Elle a découvert une jeune femme passionnée qui fait de la natation et du flag football. Sophie Roy a fait son cours primaire à l'école de musique Le Sacré-Cœur. Étant donné qu'elle aimait beaucoup chanter, elle a pris 2 ans de cours de chant. Au niveau sportif, elle a nagé pour le club L'Avalanche du Mont-Notre-Dame pendant 3 ans et a fait une saison de flag football. Elle en sera à sa première année au Cégep de Sherbrooke en technique d'éducation à l'enfance. Pour l'accompagner, Jérémy Choquette, un joueur de football qui s'aligne présentement pour les volontaires du Cégep de Sherbrooke, passionné par leur sport, mais également par la musique. Au primaire, à la suite d'un cours de guitare, il a développé un intérêt pour cet instrument. À 11 ans, son père lui a acheté une guitare et depuis ce temps, il chante et s'accompagne de son instrument. Au niveau sportif, il a commencé à jouer au football à l'âge de 8 ans dans la région de Lanaudière. Une fois en Estrie, il a joué 2 ans à l'école secondaire du Triolet, ensuite 2 ans au séminaire de Sherbrooke et il en est à sa 4e année au Cégep comme étudiant en technique infirmière. Présentement un joueur défensif pour les volontaires, il veut poursuivre sa carrière de footballeur et poursuivre ses études en soins infirmiers.
interprétant une chanson de Laurence Nerbonne et de Marie-Hélène Thibert, et aussi la chanson thème de Star Academy 2022, voici « Changer le monde » avec Sophie Roy et Jérémy Choquette. Chercher la vérité, plusieurs fois je suis tombé. Les détours et les ennuis au réveil des matins gris. Je courais à contresens, Et j'ai souvent perdu confiance. mais j'ai regardé au loin, Choisi mon propre chemin. Ensemble on s'est relevés, Notre avenir s'est animé. comme un rêve réalisé. Le soleil brille en bout ensemble. On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Nos voix s'unissent et s'assemblent. Prêt à tout pour que demain nous ressemble. Et si parfois tes jours sont sombres, Et que l'espoir est dans l'ombre. Tu peux marcher dans mes pas, tu connais la route cette fois. aujourd'hui tout peut changer. Le soleil peut t'éclairer. Ton destin entre tes mains, tu peux chanter le refrain. Ensemble on est prêt à tout. Pour vivre nos rêves les plus fous. Si tu veux, viens avec nous. Le soleil brille, oh, nous ensemble. On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Nos voix s'unissent et s'assemblent. Prêt à tout pour que demain nous ressemble. On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Nos voix s'unissent et s'assemblent. Changer le monde. Merci Sophie et Jérémy. Merci à Dorian et notre chef d'orchestre. Et je vous les présente à l'instant même. Dorian Bingeli, chef d'orchestre et pianiste. Michael Gagnon, guitariste. Justin Gauthier, bassiste. Et Jérémy Damour, batteur. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre première intronisée de la soirée. Pour la présentation de notre première invitée, je demanderai à Mme Fernanda Louz et M. Dominique Larose de venir nous rejoindre sur la scène pour la présentation de la plaque et la prise de photos. Josée Bélanger. Josée est native de Quaticook. Elle a été associée au programme national de soccer pendant une quinzaine d'années. En 2003, elle a participé aux Jeux panaméricains. En 2004, elle a inscrit le but victorieux au championnat des moins de 19 ans de la CONCACAF. 10 ans plus tard, la Coupe du monde senior, puis les Jeux olympiques de Rio 2016, médaille de bronze au cou. Elle a joué en Suède en Ligue des champions, à Orlando, et elle a brillé avec le vert et or, où elle a été nommée membre de l'équipe d'étoiles canadienne à 4 reprises. Elle rejoindra maintenant Sonia Dedancourt, Roger Fro, Sylvie Biliveau, Georges Laurent, le Mistral Estrie Senior masculin 2005, qui ont été intronisés au Panthéon en soccer au cours des 9 dernières années. Mesdames et messieurs, Josée Bélanger. Josée, si tu veux bien, on va venir ici. Tu vas prendre place et puis tu vas tenir ce micro-là. Je sais que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, là, donner des entrevues. Ah non, on s'est parlé, nous, hier, hein? Oui. Bon. Puis, quand on s'est parlé hier, je t'ai dit, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton processus, comment c'est venu. Tu as commencé à jouer au soccer à Quaticook. Mais explique-nous après, là, la première fois là, que tu es venu à Sherbrooke. Comment ça s'est passé, tout ça, là?
Bien, c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai eu la chance de progresser dans des belles équipes avec des entraîneurs super qui ont alimenté ce plaisir-là de jouer. Et puis, bon, avec le temps, là, je ne suis pas encore si vieille, mais on oublie un peu tous les détails. Mais l'essentiel, et puis ce qui est ressenti, c'est que dans le temps, il y avait le CIS qui était une équipe 2A qui regroupait les meilleures joueuses de l'Estrie, à l'exception de Sherbrooke, qui avait, elles, leurs équipes 2A, qui étaient les Verts de Sherbrooke. Et puis, si je ne me trompe pas, là, c'était lors d'un match amical, puis l'entraîneur de l'équipe 2A, qui était Steve Lucier, qui est ici ce soir, m'avait approché en me disant « Qu'est-ce que tu fais dans cette équipe-là? Tu devrais être de notre côté. » Puis là, je suis comme « Pourquoi je changerais d'équipe? » Puis là, il m'explique que le 2A, ça réunit les meilleures joueuses. C'est l'année des Jeux du Québec. Potentiel pour toi de participer à ce camp de sélection-là, de représenter l'Estrie. Et puis moi puis ma mère, on le regarde avec des gros points d'interrogation parce qu'on comprend rien. Parce que j'ai tellement de plaisir à jouer avec mon équipe, qu'on a du succès, que je comprends même pas qu'il y a d'autres niveaux. Fait que c'était vraiment une motivation intrinsèque de jouer. Et là, il a travaillé fort sur son discours. Puis, ma mère et moi, on a embarqué dans l'aventure. Là, je dis ma mère parce que mes parents, ils bâtissaient leur entreprise, puis c'était elle qui devait me voyager. Quaticook-Sherbrooke, c'est pas si loin, mais il reste que quand tu termines ta journée de travail, ça fait un petit moment rush de te préparer, de partir, t'as pas soupé, t'apportes ta fille pratiquer, c'est une autre heure et demie, on redescend. Bon, fait que ma mère, elle a sauté dans l'aventure, puis c'est ce qui a fait en sorte que boule de neige, là, que j'ai participé aux Jeux du Québec. Et c'est là que je me suis fait voir par les équipes du Québec. Et puis, finalement, le Centre national, l'équipe nationale. Puis, j'ai tracé mon chemin comme ça. Donc, à ce moment-là, le championnat du monde, le championnat canadien, les Jeux olympiques, c'était pas dans ton plan de match, ça, là? Non, j'écoutais pas vraiment de sport à la télé. Puis il faut dire que si on remonte déjà, là, encore là, j'ai 38 ans aujourd'hui, là, mais quand j'en avais 12-13, là, c'était pas encore beaucoup à la télé. On n'en entendait pas vraiment beaucoup parler. Donc non, c'était vraiment jouer parce que j'étais passionnée. Puis ton parcours est assez particulier parce que quand tu as atteint les hauts niveaux, il y a eu un trou à un moment donné. Explique-nous ce qui s'est passé. En fait, entre le championnat du monde junior et puis l'équipe senior, il y a eu un petit moment avant que je sois invitée. Moi, je jouais semi-pro en W-League ici au Québec. Et puis, j'ai été invitée parmi les meilleurs à aller au Combine de la WPS, qui était la ligue professionnelle dans le moment aux États-Unis. Mon camp de sélection s'est super bien passé, mais je n'étais pas encore membre de l'équipe nationale senior. Donc, pour eux, de prendre un spot international pour une joueuse qui n'a pas fait ses preuves, c'était pas intéressant. Par contre, j'ai eu une référence de gens qui est comme « Hey, celle-là devrait se faire regarder. » Là. Fait que j'ai eu une invitation pour l'équipe nationale senior, donc en 2009. On se préparait pour la Coupe du monde d'Allemagne en 2011. Et là, j'ai subi une grave blessure qui m'a mis sur les lignes de côté là, pendant un bon 8-10 mois. Évidemment, peut-être pas dans les meilleures équipes d'encadrement au niveau médical. Là. Donc, ça a pris du temps. J'ai pas été pris au sérieux. Ça l'a laissé un petit peu comme un côté amer à tout ça. Puis évidemment, quand on joue à ce niveau-là, on le fait pas pour les millions. Hein. On le fait parce que c'est l'expérience, c'est enrichissant, c'est un rêve. Et dans les circonstances présentes, j'étais pas intéressée à poursuivre. J'ai laissé ça de côté. Je me suis impliquée dans le soccer ici à Sherbrooke. J'ai terminé mes études également en kinésiologie à l'Université de Sherbrooke. Et puis, John Herdman est venu à la tête de l'équipe. Il regardait son pool de joueuses, comment ça qu'elle n'est plus là. Les vétérans parlaient de la situation qui s'était passée. Et il m'a rappelé. Puis j'ai dit non à plusieurs reprises. Parce que j'étais pas prête. J'étais encore blessée de la situation. Et puis là, j'ai rencontré mon amoureux qui est ici ce soir, le papa de nos 2 enfants, 5 ans et 9 mois. Et puis, on s'est rencontrés à travers le CrossFit. En fait, j'avais découvert la discipline. Et puis, je disais, tu sais, là, toi, tu pars ton gym à Montréal. Ça sous-entend qu'il faudrait que je laisse de côté, que je déménage vers Montréal. J'ai peut-être une opportunité qui se présente. Je pourrais peut-être reconsidérer l'équipe nationale. Puis, il n'y avait aucune idée. Puis, il est comme, aïe, fonce sur l'occasion. Je dis, ouais, mais là, ça l'implique ça. Il est comme, let's go, moi, je vis mon rêve, va vivre ton rêve. Si ça ne fonctionne pas, tu reviens, puis t'en auras le cœur net. Puis, heureusement, les choses avaient beaucoup changé, l'encadrement. On n'était plus juste une athlète, mais on était aussi des personnes. On était pris en considération. Puis, je me suis lancée dans l'aventure pour réécrire la fin de mon histoire. J'ai participé à la Coupe du monde ici au Canada, puis ensuite les Jeux de Rio avec une belle médaille de bronze. Puis ensuite, je me suis dit,
c'est correct, je peux maintenant tourner la page et fonder ma famille, puis vivre d'autres projets. On va en reparler de ta famille. Raymond? Oui. Attends, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. À parler de la famille, là. Ah, OK, J'aimerais oui, prendre vas-y. le petit espace qu'il y avait de la famille, parce que je les vois dans la salle, ces deux enfants. Puis les Jeux olympiques et paralympiques viennent tout juste de terminer. Puis je voulais savoir si tu avais écouté les Jeux olympiques avec ta famille, tes enfants, comment que eux ils ont vu ça de l'extérieur. Oui, bien, grâce à mon filleul, j'ai réalisé qu'on pouvait suivre les Olympiques sur tout.tv. Pas. Ou tôt le matin, là, quand tu te réveilles avec tes jeunes enfants. Puis, ben, c'était pas évident parce qu'on n'a pas le cadre. Tout ça pour dire que je vais le chercher à la garderie. Et là, je suis sur mon téléphone parce que je regarde le match. Puis bon, on sait avec tout ce qui s'est passé, là, on voulait davantage qu'elle gagne pour se rendre plus loin. Fait que je suivais le match sur mon téléphone. Puis là, ben, Auguste, il me demande qu'est-ce que tu regardes, maman? Ben, les Jeux olympiques, c'est l'équipe de soccer. L'équipe pour qui tu as joué, là, que tu as gagné ta médaille. Fait qu'il se rappelait que j'avais ma médaille sur le bord du lit. Puis, ben, on a regardé ça ensemble. Puis là, ben, je pense que ça l'a planté une petite graine parce que maintenant, il me parle qu'il aimerait ça jouer aux Olympiques en soccer, en hockey puis en lutte. Bon. On sait jamais. Ils n'arrivent pas à choisir, mais j'y ai dit qu'il n'y avait pas de presse. Ils doivent être très fiers de leur maman ce soir. Mais en fait, je pense qu'il réalise peut-être pas, mais il a réalisé un petit peu plus récemment que ben, c'était un peu plus grand, en fait, ce que maman a accompli, parce que là, tout récemment, il pensait encore qu'il était meilleur que moi au soccer. Bon. José, tu as parlé des entraîneurs qui t'ont donné un petit coup de main dans la région. Tu en avais invité un ce soir, puis malheureusement, il t'a dit qu'il ne pouvait pas être présent. S'il t'a dit qu'il ne pouvait pas être présent, c'est parce que nous, on y avait demandé avant d'être présent, mais c'était un invité surprise. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir l'entraîneur Guy Smith. Alors, Guy, on va te laisser l'embrasser. Non, on va te laisser, on va te garder debout. C'est l'intronisé qui a le droit d'être assis. Parfait. Guy, quand on s'est parlé un peu plus tôt cette semaine, tu m'as dit, la première fois que je l'ai rencontré sur un terrain de soccer, il y avait quelque chose de différent des autres joueuses, là. Effectivement, c'était dès son jeune âge, on voyait que José était supérieur à la moyenne dans tout, la vitesse, le physique, la technique. C'était un diamant qui devait être un petit peu raffiné, un petit peu peaufiné, mais tu voyais là, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'en venait pour elle, là. Puis, tu as eu la chance d'avoir un parcours où tu l'as suivi durant à peu près toutes ces années. Ben oui, parce que José, sport-études à 13 ans, hein, je pense que c'était à 13 ans. Sur l'arcade. Oui, non, un petit peu avant ça, je pense secondaire 2-3, a décidé de déménager à Sherbrooke. Non, ma mère ne voulait pas. Oui. Ça a été un peu plus tard parce qu'elle disait « OK, maintenant, tu es prête. » Bon, parfait. Tu vois, je vieillis, hein, la mémoire. Mais quand même, hein, déménager à 15 ans, 16 ans, 14 ans à Sherbrooke, en appartement, dans une chambre à côté du Triolet, se faisant manger. Elle a pris quand même la maturité comme personne, comme femme. Et ça paraissait également, quand elle venait s'entraîner, c'était du sérieux parce que les sacrifices qu'elle faisait, bien, c'était extraordinaire. Donc, oui, José, à cette époque-là, là, elle était très, très, très disciplinée. Puis on voyait qu'elle avait un objectif quand même clair de jouer le plus haut niveau, là. Peut-être qu'un jour, Guy, tu auras l'occasion de coacher son garçon. À Montréal? À moins que tu redéménages à... Non, mais une petite anecdote. C'est pas ce que la vie réserve. Là, présentement, moi, j'entraîne plus. Je fais du camping, puis je fais du camping avec son père. Je joue au fer avec lui à tous les jours, à tous les fins de semaine. Fait que, tu sais, le temps change. Je vais commencer à jouer aux cartes mercredi prochain. Bien, Guy, on te remercie d'être venu, d'avoir accepté l'invitation que tu avais refusée à José, mais merci de nous avoir dit des bons mots sur elle. Ça me fait plaisir. Content de toi. Merci. Alors, José, on va te demander de rester avec nous parce qu'on va avoir d'autres intronisés, puis tu auras l'occasion aussi, comme Émilie, de leur poser des questions si le cœur t'en dit. Ça marche. Émilie, c'est à toi. Pour la présentation de la prochaine personne intronisée, je demanderai à M. Pierre-Olivier Boily et M. Joël Saint-Louis de venir sur scène, s'il vous plaît. Notre deuxième intronisation
honore une personnalité du monde du hockey. René Pépin a fait le saut chez les professionnels en 1951 avec les Reds de Providence dans la Ligue américaine. Sa carrière s'est étendue sur une vingtaine d'années, pendant lesquelles il a joué plus de 500 matchs dans les ligues professionnelles. Il a passé les 4 dernières années avec les Castors, entraîneur au hockey mineur, et a été propriétaire d'une école de hockey à Sherbrooke. Le Panthéon des sports est fier d'honorer à titre posthume ce grand athlète qu'a été René Pépin. J'invite son épouse ainsi que son fils Serge à venir recevoir la plaque honorifique. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va demander au présentateur et à Mme Pépin, on va vous permettre de sortir de ce côté ici. Puis je vais garder Serge avec moi. Il m'a dit qu'il aimait ça tellement parler, là. OK, c'est parfait. Alors, mon Serge, viens ici. Alors, Serge, toi, ce soir, tu es là parce que ton père, malheureusement, est décédé. En quelle année, donc, René Pépin est décédé? 91, ça fait 27 ans. 27 ans déjà. Moi, je l'ai vu jouer au hockey, ton père, dans le vieil aréna Eugène-Lalonde, puis après ça, au Palais des Sports. Mais toi, est-ce que tu l'as vu jouer, toi? Non, jamais. Tu n'as malheureusement pas eu cette chance-là. Je l'ai vu jouer dans la ligue de garage. Bon. Puis qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que les gens t'ont raconté sur le genre de joueur que ton père était? C'est un joueur super intelligent, c'est un bon scoreur, puis c'est ça. Aujourd'hui, là, il aurait joué dans la Ligue nationale, hein? Je sais pas, il était petit un peu, par exemple. Oui, mais on regarde, là, il y a des plus petits maintenant qu'on voit. Tu sais, Cole Caulfield avec le Canadien, là, c'est un peu de la même grandeur puis la même grosseur que ton père. Oui, mais dans le temps, il y avait 6 équipes. Hein? Ben, là, c'est pour ça. En fait, tu as été à 35, 32 équipes, je sais pas. Bien, c'est ça. C'était ça le problème. Hein? Mais il a quand même généré 2 garçons qui ont joué au hockey. Toi, tu as joué au hockey. Jusqu'où tu t'es rendu? Jusqu'au niveau juvénile. OK. Puis ton frère Steve, qu'on connaît un petit peu plus, là, parle-nous de où est-ce qu'il est rendu, Steve. Bien, Steve, il a joué toute sa carrière junior au Québec. Après ça, il a été en Europe. Ça fait 35 ans qu'il est là-bas. Fait qu'il a fait plusieurs équipes là-bas. Puis présentement, il enseigne le hockey dans la région de Ouskivie. Il devait être avec nous ce soir, hein, mais malheureusement, oui. il y a un concours de circonstances qui a fait qu'il n'est pas là. Hein? Oui, ça aurait été drôle. Il aurait sorti ma famille. Il ne savait même pas rien. Ouais, c'était une surprise qu'on avait pour la famille Pépin parce que Steve a l'habitude à chaque année de venir à Sherbrooke durant l'été voir la famille. Puis cette année, il n'était pas venu, hein, je pense. Parce qu'il avait gardé ça pour pouvoir venir ce soir, puis on voulait faire une surprise à toute la famille. Mais malheureusement, il y a eu un nouvel emploi d'entraîneur, puis ça devait commencer à la fin du mois de septembre. Puis là, la semaine passée, ils ont annoncé que ça a commencé la fin de semaine passée. Ils ont demandé de faire les équipes et tout pour commencer comme ça. Bon. Mais ça nous a quand même permis, au Panthéon des sports, de faire une recherche. Puis on a retrouvé des joueurs qui ont joué avec ton père. Il n'en reste pas des tonnes. Mais on a la chance à Sherbrooke d'en avoir un qui est intronisé au Panthéon comme joueur, puis comme bâtisseur, puis comme à peu près... Je pense qu'il est 4 fois en nomination, puis il demeure encore à Sherbrooke. Puis hier, je l'ai rencontré parce qu'il ne pouvait pas être présent ce soir. Il y avait déjà une autre activité familiale. C'est M. Georges Guilbeault, que tout le monde connaît. Puis on va l'écouter. Il va nous parler de ton père, René Pépin. En premier lieu, j'aimerais dire que vous lui rendez hommage, puis il le mérite beaucoup. Je me souviens de très bons souvenirs avec René. C'était un leader dans la chambre et également lorsqu'on faisait nos voyages. Une personne sans peur, un excellent joueur de hockey. Il a sûrement joué dans la Ligue nationale. Il y avait un lancer qu'on ne voyait pas souvent, Raymond. Il était à ras de glace. C'était pas un slap shot, c'était pas avec... Mais il perdait les coins. C'est un excellent marqueur. Et il a épaulé Georges Roy, notre instructeur-joueur, dans le temps, pendant 3 ans. Et avec son flamme, il n'était pas un gars nerveux, là. Puis on a voyagé en Europe. On a gagné des succès ici à championnat Coupe Harlan. Puis quand on a voyagé en Europe, il ne faut pas oublier qu'on était 16 joueurs, puis il y avait l'instructeur, puis il y avait naturellement René comme notre capitaine, Doc Plouffe qui s'occupait de l'équipement. T'as pas un gros groupe, puis on était en bas de 20. Fait qu'on a voyagé, ils nous ont fait
24 jours, on a joué 13 matchs entre l'Allemagne, entre la Suède, la Tchèque République puis la Russie. Fait que René avait un pouvoir quasiment magique de tout retenir les jeunes en constance pour tous les matchs qu'on jouait. Et puis, moi, j'ai que de bonnes expériences avec René Pépin comme joueur, surtout comme gentleman. Et dans la chambre, c'était pas un paniqueux. C'était un gars organisé. Il savait contre qui on jouait. Il nous donnait des bons coups de main. Puis naturellement, nous autres, bien, on était dans l'âge de 20 ans. Puis on était assez fébriles de vivre ces moments-là. Et lui, il savait trouver la touche magique pour arriver et nous faire comprendre qu'il fallait s'amuser. Et puis, en plus d'être très, très sérieux dans ce qu'on faisait avec les Castors de Sherbrooke. Vous lui rendez hommage, c'est bien mérité, très mérité. C'est une bonne personne. Parti vite, comme plusieurs de nos amis partent trop vite. Mais souvent, je prends mon scrapbook puis je regarde. Puis, naturellement, je l'ai toujours dans mes photos, parce qu'il était un bon marqueur. Hein? C'était un premier marqueur. Puis... Mais ces gens-là partent, puis ils laissent un emblème dont vous soulignez très bien aujourd'hui. Puis je suis très content que vous le faisiez. C'est un beau geste que vous faites, puis il le mérite énormément. Mesdames, Messieurs, Georges Guilbeault. Alors, Steve, je te remercie. Tu vas Serge, oui. Je vous ai toujours mêlé. Tu vas demeurer avec nous jusqu'à la fin, fait que tu restes avec nous. D'accord? Merci. Parfait. Émilie, c'est à ton tour. Avant de passer à notre prochain invité, nous avons passé faire un retour dans le passé. Après tout, c'est l'essence même du Panthéon de jeter un regard vers le passé. Pour ce faire, nous avons fait appel à une dame de grande classe qui a été témoin de plusieurs événements au cours des derniers siècles. Raymond, je te présente une vieille connaissance puisqu'elle a déjà participé à nos soirées d'intronisation par le passé. Voici Madame O'Malley. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment ça va, Raymond? Ça va bien, Madame O'Malley. Vous avez l'air rayonnante, encore une fois. Comme c'est gentil. Vous, toujours aussi propre. Merci beaucoup, Madame O'Malley. Madame O'Malley, on est au Théâtre Granada. J'en ai parlé en début de soirée. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Vous avez vécu peut-être les débuts, puis c'est une date importante ce soir. Ah oui, c'est une date importante. Bienvenue au Théâtre Granada. Granada's Theatre, comme on disait autrefois. L'ouverture du Théâtre Granada le 11 septembre 1929, et oui, ça fait exactement 95 ans ce soir, fut presque l'événement du siècle à Sherbrooke, Monsieur Duquette. Il y avait tellement de monde que ça prenait des placeurs là, pour diriger la foule. Et que dire, c'est rapidement devenu ici un lieu de rassemblement où les gens venaient se divertir et s'informer. Et quant à ce somptueux décor, c'est tellement beau qu'on peut admirer aujourd'hui, on s'est inspiré du sud de l'Espagne, d'où le nom Granada. Il y a des artistes importants qui sont passés ici, outre nous deux, là. Oui, outre nous deux, bien sûr. Et Monsieur Perrault, là-bas, là, que je viens d'apercevoir. Bonsoir, Monsieur Perrault. Bon, mais oui, beaucoup de célébrités m'ont troublée. Entre autres, nul autre que le grand Louis Armstrong, qui a foulé la scène ici en 1934. Juste pour ça, dis-je, Monsieur Duquette, on embrasserait le plancher. On va se garder une petite gêne. Oui, d'accord. Aussi, Maurice Chevalier, Tino Rossi, la famille Von Trapp, Gilbert Bécaud, Gilles Vigneault, et maintenant, les intronisés du Panthéon du sport. C'est dire, hein? Bon, Madame O'Malley, c'est beau, on a parlé du Granada, mais on est aussi là pour parler un petit peu de sport. Ah oui, je suis pas très bonne là-dedans. Mais je vais vous aider. Vous savez, Madame O'Malley, à Sherbrooke, actuellement, on a une équipe junior, le Phoenix de Sherbrooke. Oui. On a Jocelyn Thibault, là, on a M. Bourque, là, qui sont ici, qui font partie de cette organisation-là. On a eu avant les Canadiens de Sherbrooke. Oui. On a eu aussi les Castors juniors, les Castors seniors. Puis les Castors seniors, il y a quelque chose d'intéressant à dire. Ils jouaient dans l'aréna Eugène Lalonde, mais ça a conduit au Palais des Sports. Expliquez-moi là, comment ça s'est passé. Bien, écoutez, il y en aurait long à dire. On pourrait rester jusqu'à demain
matin, mais je vais essayer de vous résumer ça. Il y avait M. Pépin qui faisait partie des Castors Oui, seniors. il était dans l'équipe senior. Je l'ai vu jouer, moi, dans le vieil aréna. Oh, bien, ça vous rajeunit pas, M. Duquette. En tout cas, vous avez l'air encore fringant, par exemple. Et je suis propre, hein? Ah oui, propre. Il y a presque 60 ans, les Castors seniors de Sherbrooke connaissaient une saison qui allait rester dans les annales du hockey à travers tout le pays. Ça a été une année exceptionnelle. Après avoir remporté la Coupe Allen, l'équipe a représenté plutôt le Canada à la Coupe Bunny à Hearn. Ça s'est passé en Europe à la demande du gouvernement canadien. Pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup le sport, vous êtes bonne? Oui, bien merci. Vous m'avez aidé un petit peu aussi, mais en tout cas. Puis oui, bien imaginez-vous donc qu'ils ont gagné la coupe. Ils ont remporté cette coupe-là contre la Suède. C'était la première fois qu'une équipe québécoise remportait la coupe. Alors, ça a été quelque chose. Puis là, on manquait de place dans le vieil aréna, hein? Oui, c'est ça. Fait que là, les Castors seniors évoluaient à l'aréna Eugène-Lalonde. Et vous avez connu l'aréna Eugène-Lalonde, je pense bien. Hein? Les vieux bancs en bois. Ah, mon Dieu, encore une fois, ça vous rajeunit pas. Mais bon, c'était toujours plein à craquer, il paraît, hein? Parce qu'on pouvait entrer à peu près, il y avait à peu près 2500 sièges, mais on m'a dit qu'il y avait, pour la plupart du temps, 4200, 4300 personnes. Il paraît que ça s'accrochait même aux poutres là, qui tenaient le plafond. C'était, en fait, comme un groupe de rockstars avec ses groupies à chaque partie. Donc, vu qu'il n'y avait plus de place, ils ont dit, on va bâtir un nouvel aréna. Oui, malheureusement, cet aréna-là, Eugène-Lalonde, n'existe plus parce qu'il a été rasé par les flammes en 1978. C'est à la suite du succès des Castors, il méritait bien, que les autorités municipales ont décidé de construire un aréna sur la rue du Cégep qui dessert, ma foi, encore très bien les gens aujourd'hui et les équipes sportives. Le Palais des sports Léopold Drolet, inauguré le 24 octobre 1966. Donc, pour bâtir des stades de cette envergure, ça prenait des politiciens à cette époque-là. Je me rappelle que je pense que c'était M. Armand Nadeau qui avait amené la construction du Palais des sports. Mais par après, à Sherbrooke, il y a eu d'autres politiciens qui ont également permis d'amener d'autres choses. Puis là, je vous amène sur un terrain qui vous intéresse beaucoup. Là. Oui, ça me donne chaud. Oui, bien, un de ces bâtisseurs-là était nul autre que M. Jean Perrault. Hein? Mais avant, il a été un athlète, M. Perrault. Vous saviez ça? Oui, un athlète en ski nautique puis en ski alpin, apparemment. Hein? Oui. Je peux vous raconter ça, moi? Oui. Bien, imaginez-vous donc qu'on a eu, nous autres, à Sherbrooke, la 10e édition du championnat du monde de ski nautique. Ça s'est passé à Sherbrooke, qui était l'hôte de ce prestigieux événement qui s'est déroulé du 27 août au 3 septembre 1967. On accueillait 86 athlètes de 25 pays différents. Dont M. Jean Perrault. Oui. Mais là, vous savez que ce soir, on ne va pas l'introniser comme athlète, mais comme bâtisseur. Oui, je sais bien. Et puis, c'est là que je deviens émotive. Là, justement, je repense à ce championnat du monde. Et puis, Monsieur Perrault, imaginez-vous donc, en faisait partie, bien sûr, en tant qu'athlète. Et j'ai su qu'il était le favori de la foule, ce qui ne m'étonne pas du tout. Cet homme exceptionnel, splendide, inimitable, cher à mon cœur, était, oui, le favori de la foule et s'est classé 5e en figure, imaginez-vous donc. Mais bâtisseur, je pense qu'on a une photo. Oh, mon Dieu. Monsieur Duquette, soyez franc avec moi, là. Si bâti comme ça, là, c'est pour ça là, que vous l'avez mis dans la catégorie des bâtisseurs, c'est ça? Si ça peut vous faire plaisir, je peux vous dire que oui. Ben, c'est bien mérité. Regardez-moi ça, mesdames. Oh. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, je pense que pour ce soir, vous avez préparé une petite prestation
en son honneur. Oui. Bon. Je vais vous laisser un petit peu de place. Là, Oui, j'ai besoin de place et d'air pour aussi. pour que vous puissiez vous exécuter. Oh, c'est gentil. Pourriez-vous me tenir Oh oui, ça, oh s'il vous oui. plaît? Bon, je veux juste vous aviser, toute la salle, de ne pas sortir pendant cet hommage parce que ce n'est pas un exercice d'incendie, malgré ma voix, et que ensuite ils auront besoin d'un public pour le reste de la soirée. Mais sachez, Monsieur Perrault, que c'est avec mon cœur que je fais ça, juste pour vous et une seule fois, croyez-moi. Les petits gars, partez-moi ça à la grâce de Dieu. C'est beau un homme, c'est si beau un homme. On est toujours fiers de se montrer au bras d'un homme. Et l'on sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres hommes. Jean est bel homme, oui, vraiment bel homme. Homme sportif et sympathique, il est toujours actif, sans hésiter. Enfin cette année, bouchez-vous les oreilles, c'est maintenant à ton tour d'être honoré. C'est épouvantable, mais c'est avec mon cœur, Jean. Merci. Mesdames, Messieurs, Madame Mary O'Malley, comédienne Julie Normand. Une bonne main d'applaudissements. Alors, Émilie, je te laisse maintenant rendre ça un petit peu plus sérieux. Merci, Raymond. Merci, Madame O'Malley. Notre prochain invité n'a plus besoin de présentation. Vous avez reconnu l'ancien maire de Sherbrooke, M. Jean Perrault. Pour la remise de la plaque et la prise de photos, j'inviterai Mme Sylvie Daigle et M. Luc Fortin à monter sur scène, s'il vous plaît. On a connu M. Perrault, d'abord comme athlète en ski nautique et en ski alpin, puis comme conseiller municipal et bien sûr comme maire de Sherbrooke, de 1994 à 2009. Pendant ces années de politique active, il a été à l'origine de grands projets comme Cité des Rivières et sa promenade autour du lac, le stade extérieur de l'Université de Sherbrooke, le centre multisport Roland Dussault et le centre sportif et récréatif de l'Université Bishops et combien d'autres. Jean Perrault a été accueilli au sein de l'Ordre du Québec et l'Ordre du Canada, victoire spéciale du mérite sportif de l'Estrie et cofondateur du Panthéon des sports de Sherbrooke. La liste est tellement longue qu'on en a fait un livre. C'est à titre de bâtisseur que nous l'accueillons ce soir au Panthéon des sports de Sherbrooke. Il rejoint ici Bruce Coulter, Clément Fortier, Roch Loignon, Jean-Paul Ricard, Roger Fro, Yvon Lamarche, Yvan Beaulieu, Georges Laurent, Jean-Guy Ouellette, Roger Legault, Charles Tifo, Georges Guilbeault, Jean Harel, Richard Crevier, Jacques Petit, Michel Bérard et Paul Dehaye. Mesdames et messieurs, Jean Perrault. Jean? Vous ne me demanderez pas de chanter, j'espère? Non, 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 je te demanderai pas de chanter. Si tu le permets, Jean, je vais d'abord te féliciter, mais te demander aussi si je peux te tutoyer. Ben oui. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation? Bonsoir tout le monde. Bon. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Mme O'Malley? Oh,
Elle me fait tout le temps ce joke-là toutes les fois, mais là, elle a fait un chant, là. Ça, c'est du nouveau, là. Ben, disons que pour le 10e anniversaire, on voulait en mettre un petit peu plus, mettre un petit peu de crémage sur le gâteau. Oui. Je trouve qu'elle me met bien en costume de bain, à toutes les fois, là. Cette photo-là, là, c'est J'avais des... comment on appelle ça, là? des pectoraux. Des pectoraux, oui, c'est ça. Elle l'a toujours mentionné. Ouais, des fois, elle nous disait aussi le six-pack de Jean Le Perrault. six-pack, oui. Jean, ça a été quoi ta réaction quand le comité de sélection t'a dit que tu serais intronisé comme bâtisseur? Écoutez, c'était pas la première fois qu'on me l'offrait. Je n'avais pas accepté dans les premières années parce que je trouvais comme président du Panthéon qui était un peu trop. Je voulais pas que Nicole et moi, on soit jugés sur la place publique comme anciens politiciens ou comme anciens maires pour dire « Ah, bien, il a fait ça pour lui », puis etc. Alors, disons que j'avais une certaine réserve. Mais cette année, de Panthéon m'ont fait la demande, puis de cette façon-là, on a accepté, Nicole et moi, on a accepté cette intronisation. Vous savez, ça fait chaud au cœur de se faire reconnaître par ses pairs, par des gens du milieu, des gens de Sherbrooke et de la région. Ça nous fait tellement plaisir de recevoir cette reconnaissance. Puis aussi de perpétuer par le granit, ce qui est très noble. Le granit noir, c'est très noble. Et ça permet de dire aux enfants... Moi, je parle encore à mes petits-fils, je l'ai dit tantôt à l'Hôtel de Ville. Samuel, quand il avait 10 ans, je l'ai amené autour du lac. J'ai dit, tu connais-tu Sylvie Daigle? Hein? C'est qui ça? Tu sais? Mais c'est ça aujourd'hui, là. Les gens oublient les gens qui ont représenté le Canada, qui ont représenté aux Olympiques, qui ont représenté comme athlètes, comme officiels, comme événements. Et dans cette façon-là, la Ville, je l'ai dit tantôt à Mme la mairesse suppléante, je lui ai dit, vous avez, la Ville de Sherbrooke, un devoir et une responsabilité de perpétuer ces gens qui se sont dévoués au développement sportif de notre communauté, puis au développement culturel aussi. Ce qu'on identifie peut-être moins au sport, mais quand on a fait les grandes murales dans Sherbrooke, les grandes murales, quand vous vous promenez dans Sherbrooke, c'est un événement en soi. Alors, moi, je suis honoré de ça, je l'accepte humblement, ma famille et moi, on accepte ça humblement, mais je suis très fier des accomplissements, puis de la reconnaissance par vous tous. Merci. Est-ce que la place du Panthéon autour du Lac des Nations, c'est ta plus grande fierté? Mais il y a eu des jeux importants, là. Il y a eu des Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les mondiaux. Mais est-ce que la place du Panthéon, ça fait partie de ton top 5 peut-être? Oui, c'est sûr que le tour du Lac des Nations, là, écoutez, là, il y a 700 000 personnes qui vont marcher autour du lac. Pendant la pandémie, là, si vous êtes de Sherbrooke, vous avez fait le tour à la pandémie, c'est la seule place à aller. Alors, on ne pouvait pas rien faire. Donc, les gens ils se promenaient autour, puis finalement, ils profitaient de cet événement-là. Et ça, pour moi, là, c'est quelque chose de significatif, d'avoir amené les gens à apprécier la rivière Magog, baptisée Lac des Nations à cause des championnats du monde de ski nautique, dont je participais à ce moment-là. Et je pense que c'est un bel héritage, ça. Mais vous avez mentionné l'ensemble des pavillons, des choses qu'on a faites. Excellence sportive, on oublie, mais la création d'Excellence sportive, après les mondiaux jeunesse en 2003, les mondiaux jeunesse, il y a eu 145 pays du monde qui sont venus à Sherbrooke en athlétisme. Et il y a eu un leg. Et le leg, ça a été fait de créer Excellence sportive. Excellence sportive, pour ceux qui sont nouveaux dans la salle, c'est des gens qui travaillent pour Jacques Petit, qui était le directeur. Et aujourd'hui, c'est une continuité pour supporter nos athlètes. Les supporter, pas juste... Sylvie, elle disait tantôt qu'elle n'avait même pas de sport pour aller à l'école. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, les jeunes vont au sport-études, ont l'opportunité de faire sport-études. Mais c'est plus que ça. Ça prend des physiothérapeutes, ça prend des psychologues, ça prend du financement. Puis nos généreux donateurs qui sont avec nous ce soir, bien merci encore une fois. C'est ça le leg que j'apprécie de voir dans notre communauté. Puis je souhaite qu'on trouve d'autres événements d'envergure nationale et internationale parce que Sherbrooke est capable d'obtenir des jeux de façon sans équivoque. Nous avons les bénévoles à Sherbrooke et dans l'Estrie pour avoir des mondiaux jeunesse, des Jeux du Canada,
des Jeux du Québec. On a déjà essayé d'autres choses et j'aimerais ça demander à Jacques Petit puis à Excellence sportive, qu'est-ce que vous suggérez à la région pour l'avenir? Bien, on va faire des recherches là-dessus. Maintenant, je veux t'amener sur un autre sujet, Jean. Quand tu étais à la ville de Sherbrooke, quand tu étais maire, tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais dialoguer facilement puis qui t'écoutait lorsque tu lui téléphonais. Tu aurais voulu qu'il soit là ce soir, mais pour une première fois dans ta vie, je pense qu'il t'a dit non. Il dit, malheureusement, je ne peux pas être là ce soir pour ton intronisation. Ouais. Mais nous, au comité organisateur, je pense qu'on a un petit peu plus de pouvoir que toi, Jean. Ah. On a un invité surprise pour toi ce soir. C'est l'ex-député de Sherbrooke et ex-premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Hey. Quand il vous appelait, M. Charest, bien, merci beaucoup d'être là ce soir. Ça fait plaisir. Vous lui aviez dit non, mais à nous, vous nous avez dit oui. Hein? Oui, puis pour tout vous raconter, on avait dîné ensemble, il m'avait dit la soirée, j'ai dit, moi, je peux pas être là, malheureusement, je voyage. Alors, on stationne la voiture, je suis avec mon épouse Michel ce soir, là, sur la rue Wellington. Je me retourne de bord, il y a une voiture qui arrête, la vitre baisse, c'est Jean Perreault. On ne peut pas cacher rien au maire, monsieur le Premier ministre. On avait tout arrangé pour que ce soit la grande surprise, mais c'est la petite surprise. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive, Jean. Lorsque Jean Perreault vous appelait, là, vous n'étiez pas capable de lui dire non, hein? Non, c'était plus facile de dire oui à Jean que... Mais je vais vous raconter une anecdote. Il est venu me voir quand il réfléchissait sur la possibilité de se présenter à la mairie. Puis j'ai eu comme une réaction très spontanée. J'avais dit à Jean, tu es Sherbrooke. Et si on avait à nommer une seule personne que nous connaissons de la région, dire qui est la personne qui incarne tout ce que Sherbrooke représente, son histoire, incluant le sport, incluant la politique, incluant Jean Perreault et cette personne. Comment on peut expliquer... Ouais. Mais je peux te dire que quand je l'appelais, là, ouais. Il trouvait que je coûtais cher. Quand je l'ai appelé pour Jocelyn Thibault, Jocelyn était quelque part par là-bas. Oui, de ce côté-là. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous avez demandé de m'occuper des saines habitudes de vie. Puis là, on a un projet à Sherbrooke où il va y avoir 3 glaces qu'on veut faire à Sherbrooke. Puis là, votre gouvernement, il dit non. Vous êtes le Premier ministre et je m'en occupe. Comment on peut expliquer son pouvoir de persuasion? Ah, il me faisait des menaces. Essentiellement, il y avait des photos. Moi, j'ai connu Jean, je suis un peu plus jeune que lui, quoique ça paraît pas. Moi, j'ai pas de photos pour Mme O'Malley. Mais joueur de soccer, il était gardien. Moi, je joue au soccer. Et Georges Laurent est ici ce soir. Georges est à quelque part. Georges, mesdames et messieurs, là, c'est un athlète de haut niveau, là. Georges Laurent était notre coach pour les volontaires? Non, pas les volontaires. Les Verts. Quand on a gagné la Coupe de Montréal en 1973. J'ai jamais oublié ça. Jamais. Mais dans le cas de Jean, le souvenir que j'ai de toi, Jean, c'est très jeune. C'est Jean Perreault, la vedette, celui qui a fondé l'école de ski nautique. C'est quelqu'un qui, pour moi, était déjà... Une vedette, quelqu'un de très important quand j'étais jeune enfant. Mais c'est dire à quel point les athlètes nous inspirent. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a sur les gens autour de nous. Et la grande chance pour nous, c'est d'avoir eu Jean Perreault. Et puis j'ai vu votre père jouer au hockey, moi, contre les Russes en passant, avec Tipi Cardin qui était monté dans les estrades se battre avec les spectateurs. Oui. On a tous vécu. Mais là, tu dis que tu as joué au soccer. Je te tutoie aussi, oui. Jean, parce qu'on oui. se connaît depuis longtemps. Toi, est-ce que tu as déjà entendu parler de sa carrière de joueur de soccer, José? Oui. Non, répondez pas. Lui donnez un conseil. Mentez. Dites oui. Non, mais ce que je sais, moi, c'est qu'il courait pas vite, fait qu'ils l'ont mis dans le but. Oui. OK. Fait que si je comprends bien, Jean,
c'était primordial et super important d'être ici pour Jean Perreault ce soir. Jean Perreault a toujours été, pour nous à Sherbrooke, a toujours été là, a toujours répondu présent. C'est impossible de lui dire non quand c'est lui qui se tourne vers nous pour dire « Peux-tu me donner un coup de main? » Puis à chaque fois qu'on le fait, ça nous a permis de grandir. Alors, Jean, merci. Jean. Merci. Merci beaucoup, M. Charret. On va vous demander à vous aussi de sortir de ce côté-là. Je pense qu'on a étourdi M. le maire un peu. Là. Alors, Émilie, je te laisse continuer. Pour la présentation de notre 4e invité, j'inviterai M. Jocelyn Thibault et M. Denis Bourque à venir sur scène pour la remise de la plaque et la prise de photos. Notre personnalité intronisée ce soir a une carrière de 14 saisons dans la Ligue nationale en 1993 et 2008. Originaire de Sherbrooke, il a joué pour Toronto, Chicago, Montréal, Los Angeles, Nashville et Phoenix. Avec le Canadien, il a porté le numéro 94. Spécialiste des mises au jeu, il a récolté 516 points dans la Ligue nationale, dont 247 buts. Le Panthéon des sports de Sherbrooke est fier de compter parmi ses nouvelles intronisations ce joueur de hockey qui a mérité les trophées individuels de champion compteur, joueur le plus utile, le plus gentilhomme et du joueur le plus offensif alors qu'il était dans les rangs juniors. Plusieurs personnalités et événements du monde du hockey ont été honorés au cours des 10 dernières années. Les Castors seniors 64-65, Jerry Plamondon, Georges Pauvé, les Castors juniors de Sherbrooke, Mathieu Dandonneau, Stéphane Lebeau, Claude Ruel, Charles Tifo, Georges Guilbeault, Sarah Vaillancourt, les Canadiens de Sherbrooke, 84-85, Marcel Vaillancourt et le tournoi international Bantam de Sherbrooke. Mesdames et messieurs, Yannick Perreault. Alors, on va demander à Jocelyn et à Denis de se retirer. Yannick, viens avec nous. Oui. Félicitations d'abord. Tiens, ça, c'est pour toi. Ça, c'est le gars le plus jasant que je connais de toute la ville de Sherbrooke. Fait que j'ai préparé à peu près 40 questions. Non. Il s'est amélioré beaucoup. Moi, la première fois que j'ai fait une entrevue avec Yannick, tu t'en rappelles peut-être pas, mais tu avais 15 ans. Tu jouais pour les Cantonniers de Magog, puis avec Sévigny. Comment il s'appelait, Sévigny? Pierre Sévigny, qui venait de Cap-de-la-Madeleine. Tu étais venu à Télé7 où je travaillais, puis on avait fait une petite entrevue dans le corridor. On avait un mur d'aréna dans ce temps-là. Nous, c'était des blocs de ciment, fait qu'on se mettait là, puis on avait l'impression d'être dans un aréna en quelque part. Puis c'est la première entrevue que j'ai faite avec toi à ce moment-là. Ça t'a fait quoi quand M. Perreault, ton homonyme, t'a appelé pour te dire que tu étais intronisé au Panthéon des sports? Bien, quand c'est arrivé, j'étais justement en train de visiter un de mes enfants, Jacob, qui jouait en Californie. Puis là, je regarde mon téléphone, puis je vois Perreault, AULT. Fait que là, j'ai dit, voyons, mon téléphone, il y a de quoi qui marche pas. Je sais à mon téléphone. J'ai dit, il y a une erreur sur mon téléphone. Puis finalement, ben, j'ai répondu. Puis c'était avec beaucoup de plaisir. C'est sûr que moi, j'ai grandi à Sherbrooke. Ça me rappelle mes souvenirs au Parc Saint-Alphonse, jouer à patinoire dehors. Puis la ville de Sherbrooke m'a vraiment donné toutes les ressources, les infrastructures que j'avais besoin pour poursuivre mon rêve. Puis j'ai grandi ici, j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball dans la petite ligue au Champ de Mars. J'ai joué... Je t'arrête tout de suite. Oui. Ce gars-là, il a joué au baseball une année à Sherbrooke. Qu'est-ce qui est arrivé? Je jouais pour le Chermont, puis on s'était rendu à Williamsport au championnat des petites ligues du baseball, du monde du baseball. Championnat mondial de baseball. Il a joué un an au baseball. Il a dit, j'ai atteint le sommet. Ouais. Regarde, j'ai plus besoin de faire autre chose après ça. Oui. J'ai pris ma retraite à 12 ans, mais j'étais à mon sommet. Bon, ta carrière t'a emmené à Trois-Rivières. Tu as joué là 4 ans à Trois-Rivières, puis après ça...
Tout d'abord, je suis parti pour aller jouer pour les cantonniers à Magog, où que j'ai rencontré justement ma conjointe et mon épouse, puis la belle famille. Puis donc, ils ont fait partie de mon parcours également. J'ai tout le temps eu le support du monde de la région. Ça l'avait aidé beaucoup. Puis je suis parti à Trois-Rivières. Ensuite, je m'étais fait repêcher par les Maple Leafs à Toronto. Où tu as vécu un purgatoire, là. À Toronto. Qui était coach à Toronto? C'était Pat Burns. Ouais. Il t'aimait pas beaucoup, hein? Pat Burns, écoute, Toronto avait une très bonne équipe dans ce temps-là, mais quand Pat Burns se choquait, il y avait une grosse voix. Fait que c'est sûr qu'on l'écoutait, c'est sûr et certain. Puis après ça, j'ai été échangé à Los Angeles. J'ai joué à Los Angeles pendant 5 années, où je me suis un petit peu plus établi. Puis j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs de mes idoles de jeunesse, avec Wayne Gretzky, Harry Curry, Grant Fuhr, tous ces joueurs-là. Puis après ça, je suis revenu à Toronto. Puis après ça, Montréal, Nashville, puis Phoenix. Revenu à Toronto, puis j'ai fini à Chicago, que je travaille présentement justement comme entraîneur au développement des joueurs là, pour les Blackhawks. Bon, tu me parles de Chicago, ça m'amène sur un autre sujet. L'entraîneur des gardiens de but à Chicago, c'est un Sherbrookeois. Oui. Moi, quand je suis arrivé, c'était Stéphane Waite qui était là. Mais après ça, Jimmy a pris la relève. Jimmy Waite a pris la relève à Stéphane à Chicago. Quand on s'est parlé cette semaine, je t'ai parlé de Stéphane. Tu m'as dit, ouais, on s'est croisés à Chicago. Là, l'année que je suis arrivé là, c'est sa dernière année, lui, on s'est croisés 1 an. Mais là, j'ai fait des recherches après ça. Puis là, je vais inviter quelqu'un à venir sur la scène qui va dire que vous vous êtes croisés un peu plus souvent que ça. J'invite, s'il vous plaît, Stéphane Waite. Alors, Stéphane, je vais te demander de venir de ce côté-ci. Explique-moi ce que tu m'as dit cette semaine, que vous vous êtes croisés plus qu'une fois. Bien, premièrement, quand on m'a demandé de venir dire un petit mot sur Yannick Perreault, j'ai dit, je sais pas vraiment c'est qui. J'ai dit, je suis allé voir sur Google, puis j'ai dit, ah, c'est lui! C'est lui. Écoute, Yann, il se souvient pas. J'ai sorti une photo, je vais vous montrer ça tantôt, une photo en 83. En 83, j'étais l'entraîneur des gardiens de but des Castors Pee-Wee DA. On avait gagné. C'est la dernière équipe, en fait, qui a gagné au tournoi Pee-Wee de Québec de Sherbrooke. Et on avait Yann qui était avec nous autres. L'entraîneur-chef était Jacques Grégoire. Moi, c'était ma première année comme entraîneur des gardiens de but. Mais il ne se souvient pas de ça. Les joueurs, ils se foutent pas mal des entraîneurs des gardiens de but. Pour eux, là, je suis certain, Yannick a joué 14 ans dans la Ligue nationale, a joué junior majeur, a joué midget 3A. Il n'y a aucune idée d'aucun des entraîneurs des gardiens de but qui est passé là. Mais ça, c'est les joueurs. En passant, Patrick Lalime, ça fait 30 fois qu'il essaye de t'appeler, depuis 10 ans. Et il me dit tout le temps, mais là, tu vas le voir, dis qu'il m'appelle un jour. Bon. Et c'était avec cette fameuse équipe-là des Castors Pee-Wee 2A de 83. On avait Patrick Lebeau, on avait un gars que tout le monde connaît ici, Jean-Benoît Jubinville, qui est maintenant responsable des sports à l'université. Donc, c'est mon premier contact avec Yannick. Et il ne se souvient pas que j'étais l'entraîneur des gardiens de but avec les cantonniers de Magog, la fameuse année que Yannick était là, qui avait battu tous les records de la Ligue avec Pierre Sivigny. Et j'étais là, Yann. Oui, mais dans ce temps-là, les entraîneurs de gardiens de but étaient à temps partiel. Hein? Ça a changé avec le temps, ils sont venus à temps plein. Non, pas vraiment. Moi, j'étais là à temps plein. Stéphane a tout le temps été assez dédié à son rôle, puis c'est pour ça qu'il a continué là-dedans. Et j'ai vu Yannick pour la dernière fois avec les Blackhawks de Chicago. Et Yannick a été un joueur important pour nous, dans le sens qu'il était en fin de carrière. C'était sa dernière année dans la Ligue nationale, mais on avait 2 jeunes qui arrivaient leur première saison dans la Ligue nationale, un dénommé Patrick Kane et Jonathan Taves qui arrivaient. Et de là, l'importance d'avoir des bons vétérans comme Yann, qui avait joué la saison avec nous, des Martin Lapointe, des Robert Lang, des Patrick Lalime, etc. Et en quelque part, quand on a gagné la Coupe Stanley, ces vétérans-là ont eu un impact sur nos jeunes. Et puis, en 2013...
je pense que au milieu de la saison, tu étais venu nous rejoindre avec nous et les Blackhawks. Je disais souvent, je pense pas, je veux pas prendre le mérite, mais je disais souvent à Stan Bowman et Joel Canville, qui était notre coach, un gars comme Yannick Perreault pourrait aider nos centres. On avait beaucoup de difficultés sur les mises au jeu. Et écoute, quel gars, le meilleur que tu peux pas avoir, c'est un gars comme Yannick Perreault. Il s'est joint à notre équipe cette année-là. Une autre année qu'on a gagné la Coupe. Oui, oui. Et puis, donc, c'est mon parcours. Yannick, écoute, félicitations. Je ne veux pas prendre c'est ton temps. Mais j'aurais une dernière. Oui, vas-y. Mais Yannick, c'était la famille Perreault à Sherbrooke. J'ai connu son père François, qui était entraîneur au niveau 2A à Sherbrooke. Je me souviens de Guy, son frère, qui a joué avec les Castors du temps de Georges Guilbeault pour Ghislain Delage, que j'allais voir quand j'étais plus jeune. Je connais très bien son frère Sylvain, qui est un des bons entraîneurs dans la région depuis une trentaine d'années, que j'ai entraîné avec lui, avec les cantonniers. Même son frère Miguel, qui à un moment donné était un de nos statisticiens. Donc, la famille Perreault, c'est une famille de hockey. C'est une famille avec on appelle ça un hockey IQ à un autre niveau. Et ça, c'est toute la famille. Ils ont ça en commun, un fameux hockey IQ, et il l'a transmis à ses enfants, à ces gars qui sont repêchés dans la Ligue nationale. Mais ce que je comprends pas, là, c'est que toi qui as fait du baseball, qui as coaché au baseball dans la région, un gars qui va à Williamsport comme ça, puis tu l'as jamais après ça approché pour être dans tes équipes seniors? Bien, comme qu'il a dit, il a pris sa retraite trop vite. Écoute, sinon, on serait sûrement croisés sur un terrain de baseball, aucun doute. Hey, Yannick, j'ai une dernière question pour toi. Tu as deux garçons qui pourraient atteindre les deux la Ligue nationale. Tu as une fille qui joue au hockey. Parle-nous un petit peu de leur parcours. Bien, je pense que ce qu'on essaie de faire avec les enfants, c'est un peu comme Stéphane le disait, on est une famille de sportifs, les Perreault, puis mes parents et puis ma famille, mes frères et sœurs ont tout le temps été là pour m'encourager, puis me supporter, puis me suivre. Puis c'est sûr, quand j'étais plus jeune, j'étais le plus jeune de la famille, il me laissait pas beaucoup de chance, fait que ça m'a comme endurci un petit peu aussi. Puis je pense que j'essaie de faire la même chose avec mes enfants qui font du sport, les supporter, les encourager. Puis on espère qu'on se rende le plus loin possible. Mais comme je disais tantôt, il y a beaucoup de monde dans la région qui m'ont aidé. Je pense que je voyais Jean Harel justement aujourd'hui. Jean a vraiment supporté, suivi ma carrière. Quand je suis arrivé un petit peu plus vieux, Jean Laroche à l'Université de Sherbrooke m'a beaucoup aidé avec l'entraînement. Fait que c'est le cas de le dire, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé dans la région. Bien, merci Yannick, merci Stéphane d'avoir été avec nous ce soir. Puis merci pour les bons mots. Merci, Fabien. Dorian, si on enchaînait avec la musique de présentation du basketball. Pour la remise de la plaque et la prise de photos, s'il vous plaît, accueillons M. Sébastien Lebel-Grenier et M. Paul Deshaies. Ils ont formé une grande équipe. En mars 1998, ils ont mérité le premier et le seul titre national du programme de basketball masculin de l'Université Bishops. C'était à Halifax. Pour s'y rendre, il avait d'abord disposé du rouge et or de l'Université Laval. Ils avaient alors terminé la saison régulière avec une fiche de 18 victoires et 2 défaites. L'entraîneur Eddie Pomykala a été nommé entraîneur de l'année. Stuart Clark a mérité le trophée du joueur le plus utile du tournoi. Clark et ses coéquipiers Patrice Lemieux et Ryan Thorne ont été élus au sein de l'équipe d'étoiles du tournoi. Mesdames et messieurs, Eddie Pomykala et Patrice Lemieux.
Alors, messieurs, d'abord, félicitations. Je sais que vous représentez l'équipe. Il y a d'autres joueurs qui sont avec vous, qu'on va tantôt demander de monter sur scène pour venir nous rejoindre. Patrice, tu viens d'une famille de sportifs. Ta sœur a joué pour le Vert et Or en volleyball. Toi, avec les Gators à Bishop. Eddie, tu as été entraîneur des Gators durant combien d'années? 24 ans. Bon. Quand tu es arrivé avec cette équipe-là, cette année-là, est-ce que tu t'attendais à ce que cette équipe-là puisse atteindre un tel niveau, gagner le championnat canadien? Oui, c'était notre but parce que la saison précédente, on a gagné le championnat québécois, puis on était au championnat national à Halifax. On a perdu le premier match contre l'équipe McMaster qui était classée première au Canada par 6 points. Puis, c'était à ce moment-là que les gars ont décidé qu'on va revenir à Halifax l'année prochaine, puis on va gagner. Et toi, Patrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe-là, les joueurs qui t'accompagnaient? Est-ce que c'était une équipe tissée serrée dès le départ? Absolument. C'est-à-dire, tout le monde avait son rôle, tout le monde a bien suivi son rôle durant le championnat canadien de 98. C'était juste fantastique la fin de semaine qu'on a eue à Halifax. On m'a expliqué que vous étiez des négligés au départ, mais vous avez gagné le premier match, puis ça a fait une différence, qu'on me dit. Si je me souviens bien, on était classé 2e dans le tournoi, OK. Effectivement. Et puis, on a gagné le premier match. C'était une partie correcte. OK. Puis là, on s'est ramassé à jouer en demi-finale contre l'Université Victoria, qui avait gagné l'année précédente. Et puis, ce que je me souviens de l'équipe, c'est qu'on n'a jamais vraiment paniqué dans aucun des 3 matchs. On a eu des hauts. On est quand même resté confortable. On n'a pas trop été survolté. Et puis, en finale, on n'a malheureusement pas eu le départ qu'on voulait avoir, mais on n'a pas paniqué. On a quand même resté sur notre plan de match, notre plan pour la partie. Puis, tranquillement, on est revenu. Puis, on a même pris l'avance avant la fin de la première demi. OK. Puis là, il y a des joueurs qui ont performé, que vous avez eu, outre le titre de champion, il y a des joueurs, je pense, qui ont eu des titres nationaux lors de ce championnat canadien-là. Bien, durant le championnat, oui, notre collègue, notre coéquipier Stuart Clark a été nommé le MVP du championnat, effectivement. OK, bon. Là, je vais inviter quelqu'un qui était là, qui peut nous parler de comment ça se passait là, autour de l'équipe, dans les gradins. Il y a M. Paul Deshaies, qui est du Panthéon des sports de Sherbrooke, qui était le responsable des arbitres. Alors, je vais demander à Paul de venir se joindre à nous. Paul, merci beaucoup d'être là. On va te demander de te placer juste ici. Paul, tu m'expliquais qu'il y avait un 6e joueur, mais il était dans les estrades à ce championnat. Tout à fait. Il y avait un contingent d'étudiants de l'Université Bishop. Je ne me rappelle pas du nom, mais ils étaient quand même assez nombreux. Et ils étaient très, très verbaux et excités, puis ils criaient beaucoup, puis ils encourageaient beaucoup l'équipe. Et lorsque... c'était pas une équipe des Maritimes, parce que la foule à Halifax, il y avait naturellement des gens qui venaient des différentes régions du pays, mais il y avait beaucoup de spectateurs locaux d'Halifax. Et quand les étudiants de Bishop criaient puis encourageaient l'équipe, c'était un peu contagieux avec la foule. Et à mon souvenir, moi, j'étais neutre, en fait, là. J'étais responsable des officiels, OK? Ouais. Puis j'observais les matchs. Mais là, la foule devenait pratiquement sur ses pieds pour encourager l'équipe de Bishop. Ils devenaient les favoris de la foule à Halifax lorsque ce n'était pas une équipe des Maritimes. Je peux vous dire que on a eu 1700 étudiants dans l'époque, OK? 1700. C'est presque 700 spectateurs ont descendu de Lennoxville, de Sherbrooke pour nous supporter. À Halifax. Et ils ont regardé les matchs qui TSN a diffusés. Puis il était au Golden Lion Pub pour regarder les demi-finales. Puis quand on a gagné ces matchs-là contre l'Université Victoria, il y en a 6 voitures qui ont quitté pour faire un voyage de 16 heures pendant une tempête pour nous supporter. C'était incroyable. Quand on a gagné le championnat, je disais, c'est pas nous, c'est pas pour nous, notre groupe, c'est pour nos communautés. La communauté de l'Université Bishops, de Sherbrooke, de tout le monde ici. Tout à fait. Mais un effet de contagion dans la foule, là, OK?
Moi, je vous avoue, là, comme je n'étais pas officiel sur le terrain, mais j'avais arbitré l'équipe durant la saison, ici, localement. Mais je vous avoue que j'avais un petit faible là, quand j'ai vu Bishop qui se rendait en finale. Et l'effet de la foule, encouragé par les étudiants de l'Université Bishop, mettons que j'avais un petit faible pour l'équipe. Puis j'étais bien content quand ils ont gagné. Si j'avais été sur le terrain, là, je m'en serais foutu royalement. Mais là, j'étais dans les estrades, puis j'étais super fier de voir l'Université Bishop remporter le championnat canadien. Bien, merci beaucoup, Paul, d'être venu nous donner ce témoignage. Félicitations à Patrice, félicitations à Edith. Alors, je vous remercie infiniment. On est maintenant rendu à l'étape de la soirée où on va demander à tous les intronisés, vous 6, de s'approcher à l'avant de la scène. On va vous remettre vos plaques souvenirs et puis on va procéder à ce qu'on appelle, nous, la photo de famille. C'est la photo qui se retrouve habituellement sur les médias sociaux du Panthéon des sports. Fait que si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît, messieurs, on va vous remettre à tous et chacun vos plaques et on va être en mesure de faire cette belle photo. Alors, chers amis, cette année, grâce à Précis Graphique de notre ami Gilles Blais et grâce aussi à Louis Gosselin, René Roy et Joanne Mongeau du comité organisateur, on a procédé à la confection d'un livre de prestige qui relate les 10 années du Panthéon des sports de Sherbrooke. À l'intérieur de ce livre, on retrouve les 88 intronisés, autant les athlètes, les bâtisseurs, les équipes et les événements. Alors, je vais demander à M. Blais, peut-être, étant donné que c'est son entreprise qui a fait la confection, de remettre à Mme Daigle la première copie du livre de prestige. M. Cousteau du groupe Cousteau est un commanditaire extrêmement important au Panthéon depuis sa fondation il y a 10 ans. On l'en remercie infiniment. Alors, merci beaucoup. Donc, je veux remercier les gens présents ce soir, les intronisés, nos présidents d'honneur des années précédentes, de même que nos partenaires financiers qui sont avec nous. Je veux remercier les gens du Granada qui ont fait encore une fois un très beau travail cette année pour nous aider à présenter ce gala. Merci à notre orchestre, les musiciens, Doriane. Merci à Émilie. J'aimerais ça que tu nous rejoignes, Émilie. Puis je voudrais que vous l'applaudissiez. C'était la première fois qu'on animait ensemble. Merci, Raymond, de cette co-animation. Émilie, là, quand je l'ai appelée au début, elle a dit ouais, moi, t'as aidé là-dedans, j'ai jamais fait ça. J'ai dit regarde, Émilie, on va faire ça ensemble, ça va bien aller. Est-ce que ça a bien été? Oui, super belle soirée. Merci à tous de votre présence. Je pense qu'on l'a recruté pour les prochaines années. Vous savez qu'on vieillit, hein? Jean-Rel puis moi, on ne sera pas là ad vitam aeternam, là. Ça fait que ça va prendre de la relève. Alors, merci, Émilie. Merci, Raymond. Mon nom est Raymond Duquette. Ça a été un grand plaisir, encore une fois, pour moi d'animer ce gala. Bonne soirée, tout le monde. À l'an prochain.